Ok, donc cours aujourd'hui de révision sur le chapitre 8. Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, c'est bon. Parfait, Oui, parfait, parfait. Bon, dans le chapitre 8, j'aurais aimé commencer par ça. Dans le chapitre 8, ce schéma est vraiment très important. On va parler que de la partie de droite, mais dans la partie de droite, on a un ribosome neutre. Je ne sais pas si vous vous souvenez le piège à l'écurie la dernière fois. Un ribosome neutre qui va après se différencier en ribosome associé au RE, car l'ARN messager va donner au début de sa néosynthèse une protéine qui va commencer par un peptide signal. Donc, le peptide signal, c'est l'élément déclencheur qui va être reconnu par le SRP. Je répète que le SRP, il y a plusieurs caractéristiques. C'est d'abord un complexe ribonucléoprotéique. Le SRP, il a comme vocation de reconnaître le peptide signal, ok. Et le SRP, surtout, il va avoir comme élément avec lui de l'ARN 7SL. Est-ce que déjà ça, vous vous souvenez? Alors, je vais mettre le pour pas éviter de bruit. Donc ça, je veux vraiment que ce soit quelque chose de dessus. Ok? L'ARN 7SL, c'est lui qui constitue, donc je vous renvoie à la figure 21 du chapitre 11, c'est celui qui va être à l'origine, l'ARN 7SL, de la constitution du SRP. Donc figure 21. Alors je vais juste imprimer quelque chose et ça. Yanis, quand c'est bon, tu leur distribues à chacun. Merci. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier élément important. Ce SRP, et ça, merci. Vous le voyez ici, il a comme GTP. C'est-à-dire qu'en gros, le SRP, alors on ne dit pas que c'est une protéine G, faites attention. On dit que c'est une GTPase. Ok, donc le SRP, lui, il va avoir comme vocation, ok, de reconnaître le peptide signal et il est couplé au GTP. Donc il se comporte, ça c'est une question qui peut arriver en examen, il se comporte comme une protéine G, ok, mais c'est pas une protéine G. Et vous voyez que dans la figure 3, vous constatez que le SRP va être aidé par des chaperons pour reconnaître le peptide signal. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments hyper importants de ces schémas-là. Et à partir du moment où le SRP le reconnaît, on va dans le chapitre 5, c'est là où il va reconnaître, il va l'amener vers la membrane du RE, il va devenir donc un RE complètement dissocié. Comment s'appelle un ribosome complètement associé au RE. Je vous laisse une minute, vous devez essayer de comprendre ce schéma. Une minute. Donc, dans ce schéma, on constate qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, donc, le signal d'adressage de peptide signal qui mesure 20 acétamines et 2 kilodalton va faire en sorte d'être reconnu par le SRP. Ce SRP, couplé au GTP, va l'amener vers la membrane du RE, qui a cette membrane du RE qui a donc sur sa membrane d'enveloppe le translocon. Faites attention, ce n'est pas un transporteur TAP. Faites attention à ne pas faire de bêtises. Le translocon, il est fermé parce qu'il y a BIP qui est une chaperon ATPase qui va le boucher physiologiquement. Et lorsque le SRP, avec son peptide signal, va s'approcher du récepteur SRP, il va avoir hydrolyse du GTP. C'est pour ça qu'ici, que si on met du GTP gamma S à la place du GTP, ça ne marche pas.
Et c'est pour ça que l'hydrolyse du GTP va faire en sorte qu'il va y avoir une ouverture du translocon, une ouverture, donc BIP dégage, et la protéine va pouvoir se faire synthétiser à travers la membrane du RE. Ça, il ne me semble pas que ce soit trop difficile. Vraiment, vraiment, si vous avez des questions, vous me le dites, mais il ne me semble pas que ça soit vraiment ça trop compliqué. Alors, ça aussi, c'est très important. Ok, j'arriverai pas avec le zoom à faire trop de liens entre les schémas parce qu'il faudrait que j'ai tous les trucs, mais je vous donne les références des schémas. Mais ici, on voit le peptide signal qui se fait dégager. Ok, le peptide signal qui se fait dégager. Et ce peptide signal, ok, qui dégage, eh ben, il est coupé par deux choses, la peptidase signal et le signal peptide-peptidase. Finalement, ce fragment du peptide signal, il peut soit passer par lumière du REG et sortir par le flux vectoriel membranaire permanent. Pardon? Je n'ai pas compris. Le tableau, les deux. Merci. Donc, flux vectoriel membranaire permanent, ok, il va passer par le Golgi, etc. Soit s'il passe par le cytosol, il peut inhiber le fragment du peptide signal. Donc ça, on va le voir dans un schéma. Dans le chapitre 8, ici, quand on voit normalement la figure 10, alors, la figure 10 structurée, est-ce que je l'ai dépassé? C'est bizarre. Fragment du peptide signal que vous voyez en bas, il va inhiber la canne, soit il passe par le RE et va être exporté. Alors, soit ça, soit il va être dégradé en lysosome. Hein. C'est possible qu'il soit dégradé en lysosome. En tout cas, il fait partie du système endomembranaire. Soit le fragment du peptide signal, il peut passer par le protéasome, et là, il peut inhiber sur son chemin la calcium calmoduline. Ok, donc ça, c'était les trucs importants. Alors, faites attention. Ça, ces schémas-là, je ne crois pas que ça puisse tomber véritablement. Mais c'est très important de bien le comprendre. Ici, la figure 6 et 7, on vous parle comment se fait la glycosylation. Donc, je répète, je refais un point. La glycosylation, c'est des choses, de manière générale, qui se retrouvent sur le domaine extracellulaire de protéines. Bon, jusque-là, tout le monde suit. Ce domaine extracellulaire de protéines, il peut accueillir soit une N, soit une O, soit une C-glycosylation. Il y a une exception à ça, c'est que la O-glycosylation peut se retrouver aussi, notez bien le aussi, sur une protéine qui est complètement cytosolique. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, la question, chaque fois que je vous dis, c'est à quel moment cette glycosylation s'est mise. Donc, la N et la C se mettent dans le RE. Donc, c'est-à-dire que le fait même d'accrocher une glycosylation, ça se passe dans le RE. Et la O-glycosylation se passe dans le Golgi pour une protéine du système endomembranaire. Si c'est une protéine cytosolique, la O-glycosylation se fait dans le cytosol. Donc ici, on vous montre dans la figure 6 et 7 comment se passe la glycosylation. Ici, on est en présence soit du N, soit d'une C, soit du N, soit d'une C-glycosylation, puisqu'a priori, on est dans le RE. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la synthèse, l'arborisation sucrée commence sa synthèse sur la face cytosolique du RE. Vous le voyez sur le schéma, ici, en haut, que la synthèse, elle se fait cytosolique. Après, il y a un phénomène de flip-flop. Je rappelle que le flip-flop ici, c'est sans énergie, alors que dans la membrane plasmique, c'est avec énergie, sans consommation d'ATP ici, donc. Et donc ici, on a la construction sur la face cytosolique de l'arborescence sucrée. Puis, flip-flop, donc passer d'un feuillet à un feuillet à un autre. Et donc, c'est à ce moment-là, après, qu'on se met sur la protéine. N-glycosylation sur le C-glycosylation sur le d'accord. Et O-glycosylation sur, normalement, sérine thréonine. Mais là, je répète, la O-glycosylation, dans ce cas-là, c'est sur, ça peut se faire que dans le Golgi. Pareil pour le GPI. Le GPI, ok, cytosolique, et après, il y a un flip-flop. Ok, donc, si la protéine, elle est excusez-moi, extracellulaire,
elle pourra se raccrocher à la membrane plasmique, okay, via le GPI qui, encore une fois, sa construction, okay, se fait au niveau du cytosol. Attention, je vous rappelle que les GPI sont très importants et sont adressés préférentiellement, okay, dans les radiolipidiques. Ça, vous vous rappelez, dans la figure 30 du chapitre 2, on l'avait vu. OK? Pas de questions pour le moment? OK, parfait. Alors, juste une parenthèse, les étudiants qui sont là, franchement, bravo. Hier, il y avait des ED, je trouve ça hyper honteux que vous n'étiez que quelques étudiants alors que c'était hyper important. C'était une parenthèse. Ici, les chaperons. Donc, il y en a 3, calnexine, BIP et PDI. PDI, c'est la seule qui est non ATPase. PDI, il est soluble. Calnexine, elle est transmembranaire. BIP, elle est aussi soluble. Tout cela, c'est ATPasique et aussi qui fixe le calcium. Ce sont des véritables protéines qui sont fixateurs de calcium. Donc, c'est dépendant du calcium, ok. Même PDI, attention. PDI n'est pas ATPasique, mais c'est calcium dépendant. Et donc, dans le tableau-là, vous le voyez bien, ATP, ATP, ATP et calcium, calcium, calcium. Donc ça, c'est très important de faire le distinguo entre tout ça. Calnexine transmembranaire, BIP, ça, franchement, c'est des trucs qu'on a vus depuis le début. Ça, c'est facile. Figure 11. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas compris? Tout le monde a compris la figure 11? Alors, je peux passer alors. Les enfants, où êtes-vous? Oui, c'est bon. Oui, pour moi, c'est bon, la 11. Bon, ok, donc ici, juste, on est en, bon, voilà, juste, je fais un petit résumé. On a une protéine qui s'appelle SCAP qui va être activée lorsqu'il y a une baisse de cholestérol. Attention, baisse de cholestérol dans la membrane d'enveloppe du RE. Ça va couper, il va y avoir 2 protéases qui vont la couper. Une protéase qui va la couper dans le RE, une autre dans le Golgi, flux vectoriel membranaire et permanent. Ça va devenir un FRT qui va aller avec une importune bêta, qui va aller sur l'ADN et qui va fabriquer des récepteurs LDL. Et c'est logique, parce que si on fabrique des récepteurs LDL, les LDL vont rentrer plus et le cholestérol va plus coloniser les membranes du RE. Voilà, ça c'était ce côté-là. Donc faites attention, là, le retour de la protéase active numéro 1, SCAP qui revient après. Faites attention ici, si je vous parle de revêtement, on peut imaginer que quand SCAP va partir vers la Golgi, ça peut être avec du COP2. Et le flux de retour de SCAP, c'est forcément avec du COP1. Ok, bon, c'est juste, j'imagine qu'on ne va pas vous poser ce genre de questions, mais il faut raisonner avec ça. Bon, ça, pareil, hein, c'est la même chose, la synthèse des lipides qui commence sur la phase cytosolique, c'est la même chose. Ça, c'est du chapitre 4. Et ça aussi, très important. Donc, les 3 schémas importants figurent 10, 11 et 14. Ici, on est en présence d'une molécule peu hydrosoluble, peu hydrosoluble, et donc elle a besoin d'être fluidifiée, ou sa métabolique toxique, qui a besoin d'être dégagée. Et ici, donc, il y a deux manières. Soit la protéine elle reste en dehors du REL, puisqu'ici on est dans un cas de REL, et va être sulfatée, va être hydroxylée par la cytochrome P450. Je rappelle que le cytochrome P450 est une hémoprotéine. Une hémoprotéine, c'est une protéine qui contient donc du fer et qui consomme du NADPH et de l'O2. Ce NADPH qui provient du cycle des pentoses, puisqu'on est dans le cytosol. Si on était dans la mitochondrie, c'est le cycle de Krebs. Donc, si le métabolique reste en dehors du RE, il va être hydroxylé, donc OH, et sulfaté. Et il va sortir par une perméase ABC. Rappelez-moi enfin, vous ne me rappelez pas parce que vous êtes mou, mais les 3 endroits où on voit les perméases ABC, c'est quand on a les hormones stéroïdes qui, à partir du cholestérol,
se sont mises à partir où il y a du cholestérol, eh ben, elles vont être mises, qui vont être transformées en prégnonélone, etc., en oestrogène, en progestérone, etc. Elles vont sortir par une perméase ABC pour aller dans la circulation sanguine. Ici, pareil, on peut passer par une perméase ABC dans ce cas-là. Les hormones thyroïdiennes aussi également. Et voilà. Et ici, le métabolite toxique, il peut rentrer aussi dans le RE. Okay, il ne se fait pas sulfater. On lui rajoute des particules d'hydroxylation. Et là, par contre, il est exporté par le flux vectoriel membranaire hypermanent. Faites attention ici, on passe du RE, on va vers le Golgi, et soit on va vers l'lysosome, soit on va vers la matrice extracellulaire. Mais ici, c'est par le flux vectoriel membranaire hypermanent. Donc, deux possibilités, soit une permèse ABC, soit par le flux vectoriel membranaire hypermanent. Alors, moi, je vois au fur et à mesure, plusieurs m'ont demandé le chapitre 8, mais voilà, s'il y a des schémas que vous voulez voir en particulier, vous me dites, moi, je ne suis pas là pour la haute glycosylation. Elle se fait dans le cytosol. Okay, donc, les hauts glycosyltransférases se retrouvent soit dans le cytosol, soit dans le Golgi. Okay, c'est faux de dire qu'il y a des hauts glycosyltransférases, par exemple, dans la membrane, dans le RE. Okay, les hauts glycosyltransférases, c'est soit dans le Golgi, médian trans, soit dans le cytosol. Et pareil, la N et la C-glycosylation, ça se fait dans le RE. Je répète, N-glycosylation sur résidu d'asparagine, C-glycosylation de tryptophane, O-glycosylation sérine thréonine. Okay, O comme oxygène, C comme carbone, N comme azote. Alors, ce schéma, j'aime bien parce que finalement, ce schéma, il nous montre que dans le Golgi, il y a différents pH. Ok, déjà, premièrement, on va du moins acide au plus acide, 6, médian et trans. Ce sont tous des réceptacles, des fixateurs de calcium dans lesquels, dans tous les cas, dans le Golgi, il y a plein de calcium. Golgi 6, Golgi médian, TGN. On a H+, et cuivre ATPase et phosphate d'acide dans le TGN, alors que dans les autres, on a plutôt des calcium ATPase, récepteurs IP3. Alors, faites attention, les récepteurs IP3, on les retrouve à la fois dans les membranes d'enveloppe du RE, du Golgi, de l'enveloppe nucléaire, mais aussi, faites attention, vous vous rappelez, les récepteurs IP3, on les retrouve aussi dans la membrane plasmique. Dans la membrane plasmique, dans les radolipidiques. Vous vous souvenez de ça? C'était chapitre 4. Donc ici, on voit qu'il y a aussi, quand il y a marqué modification de l'arborescence sucrée, ben, c'est de la haute glycosylation, bien évidemment. Tout ça, c'est le cours de l'année dernière, hein, je pense que ça va rester, mais allez, vous avez 1 minute 30 pour regarder ce schéma et pour bien le truc, et je le commande de suite. Je l'ai déjà commandé, mais je vais le recommander. Ok. Donc, ça aussi, est-ce que c'est un schéma qui vous pose problème? A priori, on l'a vu des dizaines de fois. Donc, dans ce schéma, alors, je pense que le premier cours de système endormanaire, il n'ira pas jusque-là, hein, mais bon. Donc, ici, le TGN, hyperacide, cuivre ATPase, H+, ATPase, phosphate d'acide. Il peut donner pas mal de revêtements. Okay, le revêtement classique de clatrine,
avec dynamine et possibilité d'inhibition de la bréphédine A. Je répète, la bréphédine A, elle agit sur Jeff. Jeff, elle agit sur l'activation de la protéine G ARF qui va permettre au revêtement de se former. Donc la bréphédine A, elle limite le flux vectoriel membranaire et permanent. C'est la définition. Donc ici, la dynamine et la bréphédine A peuvent agir ici sur la clatrine. HF70 pour le déshabillage classique, et donc recyclage, sécrétion régulée, ou sécrétion donc provoquée. Ici, pour le revêtement de FAP, il y a la bréphédine A et il y a aussi la dynamine. On ne montre pas la dynamine, mais c'est sûr qu'il y a la dynamine. Déshabillage de FAP, il n'y a pas d'HSUS70, sécrétion constitutive. pH acide, cavéoline, excusez-moi, il n'y a ni de bréphédine A, ni de dynamine. Faites attention. Pas de déshabillage, sécrétion constitutive comme FAP. Enfin, toujours, on va avoir le COP1 qui est un flux de retour. Je répète, COP1, flux de retour. Et là, on a action de la bréphédine A, mais il n'y a pas de dynamine. A priori, il n'y a pas de dynamine. Juste une question, comment le revêtement de COP, ici COP1, puisque COP1 c'est toujours flux de retour, se fait déshabiller, qui permet le déshabillage du quatomère. William, allez. Un revêtement de quatomère. Bordel, j'ai de violent là. Hein. Juliette. Bon. Dan, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce que ça bug? Regardez. Ah, ça bug. Non, je disais, ici dans ce schéma, attendez, je vais te montrer. Ici, dans ce schéma, qu'on n'est qu'un déshabillage de quatomère. Par qui par qui par quel moyen on permet de déshabiller un quatomère? Alors, vous me captez pas ou quoi? Par l'hydrolyse du GTP. Allô, allô? Je répète. Est-ce que vous m'entendez, Juliette? Oui. Oui, je t'entends. Allô? Par l'hydrolyse du GTP, oui, mais qui c'est qui va faire l'hydrolyse du GTP? C'est qui fait l'hydrolyse du GTP? ARF. ARF. Oui, c'est qui fait l'hydrolyse du GTP? ARF. Bon,
je crois qu'il y a un problème. C'est qui fait? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas trop. Il doit y avoir un problème de connexion là. Il doit y avoir un souci de Wi-Fi. Vous m'entendez là? Ouais, oui. Ok, excusez-moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, ici, donc, je répète ici dans ce schéma, le déshabillage de la vésicule de quatomère se fait grâce à la protéine G, donc, se fait grâce à la protéine à GAP, qui va inhiber la protéine G, ARF, effectivement. Mais c'est GAP, moi, ce que vous entendez, c'était GAP. Alors peut-être que vous l'avez dit, mais voilà, c'était dans la figure 27. Alors regardez, je vais vous annoncer quelque chose de très important. Moi, pour vous dire, les cours en visio, surtout en BioC, ça me saoule un peu. Donc à partir de la semaine prochaine, on va reprendre, et même si ça ne vous plaît pas, on va reprendre en live parce que voilà, je vais demander l'accord de tout le monde, mais moi je peux pas, c'est trop compliqué quand ça bug. Alors, donc ici vous le voyez dans ce schéma, pour qu'il y ait une hydrolyse de la vésicule de quatomère, on a besoin de GAP. Okay, et au contraire, le GTP gamma S qui bloque cette opération, parce que si on met du GTP gamma S, GAP n'a plus de fonction. Okay, donc ce schéma, on l'a vu 30 fois. Okay, la protéine GARF, brefédine A, ici qui inhibe JEF, et si ça inhibe JEF, ça inhibe la protéine ARF, etc., etc., etc. Clatrine, faites attention, la différence entre clatrine et quatomère, c'est que clatrine ne fait pas partie du revêtement. Ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que quatomère fait partie du revêtement avec la protéine G ARF, alors que ici, clatrine ne fait pas partie du revêtement. Ici, on a une dynamine plus GTP pour étrangler la vésicule et HSP70 pour déshabiller la vésicule. Ici, on n'a pas de dynamine, okay, et le déshabillage se fait grâce à GAP. Vous voyez que ce n'est pas le même fonctionnement, même si ça y ressemble, puisqu'il y a ARF, la JEF, brefédine A. Au début, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, la constitution du revêtement, ce n'est pas le même. Okay, et quatomère, ne me dites pas c'est une sécrétion régulière constitutive, puisque quatomère, c'est pratiquement que le flux de retour. Donc, il n'y a pas de tout ça. Donc ça, les signaux d'adressage, on l'avait vu. Donc là, a priori, c'est bon. Juste la protéine G rab, s'il vous plaît, on finit sur ça. Protéine G rab, protéine G monomérique, qui va permettre la fusion de deux vésicules. Vésicule donneur, vésicule receveur. Et donc, dans le RAB, quand il est couplé au GTP, okay, il va attirer un complexe d'approche qui va l'amener vers le compartiment receveur. Okay, et ce compartiment de ce receveur, lorsqu'il y a augmentation de la concentration de calcium, alors il va faire en sorte qu'il y ait une fusion des vésicules. Et c'est à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, qu'il y a une hydrolyse du GTP. Faites attention que à la base, c'est GTP, c'est avec du GTP, et il y a une GTPase, une réaction GTPasique qui est engendrée par l'augmentation de calcium et qui va faire en sorte que la fusion des vésicules. Donc, RAB, c'est qu'à ce moment-là qu'on le voit, le reste, on ne le voit pas. Ok, bon, le reste, on l'a déjà vu plein de fois, il n'y a aucune difficulté. J'aimerais, ok, et on va faire ça maintenant jusqu'à la fin de l'année, que quand vous avez des questions sur des schémas que vous voulez que je commente, envoyez-moi un schéma, dites Dan, est-ce que tu peux commenter? Je fais une petite vidéo et je vous la commente. Ok, je fais un petit audio, je vous envoie le schéma et je vous le commente. Ok, on essaye de faire ça. J'aimerais que vous m'envoyiez tous les 2 jours un schéma pour que je puisse vous le commenter et je vais réfléchir à faire des séances en présentiel. Voilà. Si ça arrange tout le monde, c'est mieux. Ok? Allez, bon courage à tous. Merci. Allez, avec plaisir.